Voilà, donc la première question est pour Stéphane. Stéphane, is there a need, Stéphane, y a-t-il according to un you, and besoin according to selon what you vous have et shown to selon ce us, que vous nous avez montré, to introduce a regulation le for besoin d'introduire limiting une the, let's réglementation say, the pour potentially troublesome limiter increase of l'augmentation low-cost air travel? potentiellement Regulation problématique kind of du transport against aérien low-cost air travel. à bas coût, des sortes de réglementations contre le low cost. Moi, tout d'abord, j'aimerais bien voir une baisse des subventions que l'on a pour l'aérien qui viennent introduire des distorsions de la base économique dans le transport aérien. Et ensuite, j'aimerais bien voir une taxe carbone introduite, notamment les $100 dont on parle actuellement. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement élevé selon certains. Il y a des publications scientifiques qui mettent maintenant le prix du coût du carbone à $400 la tonne. Donc, je crois qu'on peut raisonnablement affirmer qu'on peut encore pas mal élever la barre. La question que vous posez maintenant, c'est une question politique. Moi, je suis scientifique, je suis chercheur. Je ne sais pas si on peut arriver à zéro carbone au milieu du siècle, et j'aimerais bien qu'il y ait des réglementations et des approches de marché qui puissent converger. Ce qu'il faut, c'est un calendrier qui détaille clairement comment les émissions vont baisser au fil du temps pour que l'on puisse parvenir à cet objectif de zéro carbone au milieu du siècle, parce que c'est quelque chose que le secteur a refusé d'imaginer. On a toujours vu simplement des images qui nous montrent qu'une technologie magique va pouvoir tous nous sauver à un certain moment. On sait tous qu'il faut au moins 15 ans pour que de nouveaux modèles se développent, et donc je ne vois pas comment ça pourrait être une solution. Il faut donc quelque chose qui vienne limiter les choses, qui reflète le véritable coût du voyage aérien, et ensuite il faut des réglementations qui viennent forcer les compagnies et l'ensemble du secteur à se transformer. Et je crois que si tout cela arrive, eh bien, ça aura une grande possibilité de réduire les émissions significativement à l'avenir. Merci Stéphane. Une question pour Yves Crozet. Les modèles économiques, m'écrit-on sur l'iPad, là, ont souvent tendance à extrapoler à partir de constats qui sont exacts jusqu'à l'instant T, par définition. Ne risque-t-on pas de faire fausse route et d'ignorer des lames de fond qui seraient encore non avérées, mais possibles, liées à des évolutions sociétales, psychologiques, idéologiques et autres mouvements collectifs? Oui, bien sûr, l'extrapolation est le péril des sciences humaines et notamment des sciences économiques. Mais derrière l'extrapolation, il y a cet indicateur clé qu'on appelle l'élasticité. On sait qu'avec le temps, les élasticités peuvent changer. C'est-à-dire que quand votre revenu augmente, vous pouvez souhaiter, par exemple, dépenser un petit peu plus pour vous habiller, par exemple. Et puis, au bout d'un certain temps, vous avez le maximum de cela et vous allez passer à autre chose. Donc, la question est celle que nous appelons des biens inférieurs, des biens normaux et des biens supérieurs. Les biens supérieurs sont ceux dont l'élasticité est supérieure à 1. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que le transport aérien fait partie des biens supérieurs. C'est pour cela que quand il y a une crise économique, comme en 2008, le transport aérien décline. Parce que quand on s'appauvrit, on supprime les biens supérieurs. Mais dès qu'il y a de la croissance économique, les biens supérieurs repartent. Et c'est pour ça que je pense que dans les mois qui viennent, si la pandémie disparaît, dans les années qui viennent, le trafic aérien va reprendre très vite, parce que pendant encore quelques années, il va rester un bien supérieur. Bien sûr, il y a des personnes qui voyagent trop. On l'a montré tout à l'heure, les voyages d'affaires ne représentent pas une part importante du transport aérien. Et en France, tout mode confondu, avion, train, voiture, les voyages d'affaires ont diminué de 30% depuis 2008. Et avec la pandémie et le développement des visioconférences, les voyages d'affaires vont certainement encore diminuer, parce que si vous devez prendre l'avion toutes les semaines pour votre travail, ce n'est plus un bien supérieur. Et si vous pouvez réduire vos trajets en avion, vous le faites, et ça a déjà commencé dans beaucoup d'entreprises. Mais si par contre, vous ne prenez l'avion qu'une fois tous les 5 ou 10 ans pour faire un voyage et que votre revenu augmente,
eh bien, faire le voyage finalement une fois par an, ça reste très attractif. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que ce que nous dit le raisonnement sur les élasticités, c'est pas ce qui va se passer pour les riches, parce que eux, peut-être qu'ils vont voyager un peu moins, parce qu'ils ont déjà beaucoup voyagé en avion et qui vieillissent, mais que par contre, sur la population jeune, la population d'Asie, la population d'Afrique, d'Amérique latine et la population les plus modestes d'Europe, l'appétence pour l'avion va rester extrêmement forte. Merci. Another question Une autre for question Stéphane. pour Stéphane. Did you or anyone Est-ce que in the field vous of ou sociologic quelqu'un d'autre studies dans le domaine des conduct études the same sociologiques kind of a study fait le about, même genre air travel, d'études social utility, and, sur l'utilité what you sociale have shown du about the voyage relative aérien? Est-ce que vous importance avez of the montré different, concernant l'importance types of relative des travel? différents modes de For instance, de voyagement? Par exemple, has it been done est-ce que ça a for été other fait pour activities which d'autres are activités strong emitters qui sont fortement of CO2, émettrices like, for de instance, the CO2, use of Internet? comme par exemple l'utilisation d'Internet? C'est une très bonne question, Eric. Il y a différents types d'études économiques qui étudient les élasticités, et puis on a des études qui se sont penchées sur les effets du flight shaming, qui viennent aussi confirmer que les gens, ceux qui peuvent voyager beaucoup moins, une fois qu'ils ont ces déclencheurs sociaux, comme le flight shaming, eh bien, ils voyagent moins. Et c'est ce que l'on suppose être la question de responsabilité sociale, parce qu'on nous a dit que la technologie va résoudre tous les problèmes, donc on n'a pas vraiment besoin d'y faire attention personnellement. Ça, c'est le genre de recherche que l'on verra de plus en plus à l'avenir et qui va probablement venir modifier les points de vue sur le voyage aérien, parce que le consensus est que ça ne va pas se résoudre par la technologie seule, malheureusement. Une question pour l'un ou l'autre qui veut répondre, pour qui voudra répondre. On dit que les voyageurs les plus fréquents, qui appartiennent le plus souvent aux couches sociales les plus élevées, c'est ce qui a été montré dans les slides, en particulier par Stéphane, contribuent très fortement aux émissions totales de l'aviation. Autrement dit, que les émissions de celles-ci sont marquées socialement. Mais est-ce que ça n'est pas le cas de la plupart des sources d'émissions anthropiques? By the way, I can translate into English for Stéphane. D'ailleurs, je peux traduire pour Stéphane, parce que je crois que la traduction ne passe pas actuellement dans la visioconférence des intervenants. On dit que les plus gros voyageurs aériens qui appartiennent aux couches les plus élevées de la société, eh bien, ce sont les plus gros contributeurs aux émissions de CO2, je dirais, bien évidemment, mais n'est-ce pas le cas pour toutes les activités humaines? Eric, malheureusement, je ne vais pas pouvoir répondre parce qu'il va falloir que je passe à la conférence ITB à Berlin. Désolé, il est 15h15. Merci beaucoup, Stéphane, en tout cas. Ça a été très agréable. Et voilà, vous êtes obligé de répondre, Yves. Oui, je crois que la question clé est bien celle du pouvoir d'achat des riches. Si vous considérez que votre revenu est très élevé et que vous pouvez vous offrir une piscine, un sauna, un jacuzzi, et que vous pouvez éventuellement avoir 2 voitures, une petite pour aller en ville et puis une grosse avec des 4 roues motrices, etc. La question est que dès que vous êtes riche mécaniquement, il faut que cet argent soit dépensé. Alors, il peut ne pas être dépensé bêtement, il n'est pas forcément dépensé dans quelque chose qui est extrêmement nuisible, mais vous pouvez considérer que votre pouvoir d'achat vous donne les moyens. Je lisais l'autre jour un philosophe allemand qui dénigrait le mode de vie occidental fondé sur le gaspillage. Et il nous expliquait que lui, il avait tout mis dans un très bel aquarium qu'il avait chez lui parce qu'il aimait beaucoup les poissons. Voilà, je comprends bien qu'il n'a pas les mêmes goûts que la plupart des personnes, mais ces goûts ont aussi un coût en énergie.
puisque le fait d'investir des sommes importantes dans sa maison, c'est aussi quelque chose qui va consommer de l'énergie. Donc la question clé est que quand votre revenu augmente, et tant que vous êtes jeune et en activité et que vous avez des possibilités de vous déplacer, c'est quand même très difficile de résister à cela. Oui. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions que je peux vous poser à vous, Yves en particulier? La croissance démographique entraîne une augmentation du besoin de transport, de façon quasi mécanique d'ailleurs, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, alors que le défi climatique amène certains à demander une diminution, alors qu'elle soit faite par l'argent, vous en doutez, ou qu'elle soit réglementaire. Bon. Comment traiter cette dichotomie, même cette opposition entre les deux faits? Il y a une façon de le traiter qui est de regarder le très long terme. Des prévisions démographiques qui ont été produites récemment montrent qu'en 2100, la population de la Chine aura baissé d'à peu près 20%. Il en aura de même d'ailleurs pour l'Inde. Donc, il faut bien comprendre que si on se contente de raisonner à un horizon très court et qu'on nous dit les ressources sont finies, donc il faut tout arrêter tout de suite parce que les générations futures n'auront plus rien, mais les générations futures, il y en a des milliers devant nous, peut-être des millions, je ne sais pas, jusqu'à ce que la Terre et le Soleil s'éteignent. Et donc, il faut bien comprendre que le monde n'est pas destiné à croître en population indéfiniment. Comme le rappelle Mark Bloch, si la population du monde avait augmenté de 3% par an depuis 2000 ans, la Terre serait peuplée d'hommes qui seraient couchés les uns sur les autres sur plusieurs kilomètres d'épaisseur, et la taille de la Terre augmenterait à la vitesse de la lumière. Donc les exponentielles ne marchent pas sur le très long terme. Donc il faut partir du principe que d'ici à 50 ou 100 ans, la population du monde va diminuer. Et donc, ce que nous avons à faire dans la transition actuelle, ce n'est pas seulement la transition vers moins de mobilité, c'est la transition vers une population mondiale qui va encore augmenter, puis se stabiliser, puis diminuer. Et il faut que cette population, à l'horizon 2100, 2200, 2300, puisse encore avoir un niveau de vie correct. Et pour cela, que cette population puisse bénéficier des progrès techniques qui sont derrière nous, mais surtout de ceux qui sont devant nous. Très bien, merci Yves. Ça poserait aussi la question de ce très long terme par rapport à l'urgence climatique et à l'intégrale carbone jusqu'en 2050 ou un petit peu après. Mais on est obligé de s'arrêter là. De toute façon, on pourrait continuer pendant l'après-midi entière, en particulier avec vous, car tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui était particulièrement intéressant. Voilà, donc je remercie encore les trois intervenants, et en particulier celui qui nous est resté jusqu'au bout. Et il est temps maintenant de faire une pause de 10 minutes avant de poursuivre avec la table ronde qu'animera Sophie Voinis.